des douleurs musculaires. J'ai consulté un médecin à l'époque, et à l'époque on m'a dit, le diagnostic était assez simple, on m'a dit c'est la croissance, ça va partir comme c'est venu. Et puis c'est ce qui s'est passé, c'est parti comme c'est venu. Donc tout allait bien, j'ai continué mon parcours de vie. Et puis vers l'âge de 18 ans, j'étais en saison. Très vite, moi j'ai quitté le système scolaire. Je voulais travailler très vite, être indépendant. Et donc j'étais pâtissier à l'époque. Et puis j'étais en pleine saison à Val Thorens à l'époque, et j'ai eu un gros coup de fatigue qui m'empêchait de me lever carrément. Et donc j'ai consulté les médecins, et à l'époque ils m'ont dit vous avez une mononucléose infectieuse. Très bien, j'ai demandé le traitement à suivre, on m'a dit il faut du repos. Voilà. Donc je me suis reposé, et puis c'est parti comme c'est venu, ça a mis quelques mois, et j'ai repris mon activité. Et puis ensuite je continuais mon parcours dans la pâtisserie. J'étais sur Paris à l'époque, et puis j'ai eu des douleurs articulaires qui ont commencé à apparaître, qui étaient de plus en plus fortes, à tel point que je ne pouvais plus poser quasiment un pied l'un devant l'autre. Débarrasser à la vaisselle était devenu impossible. Enfin, beaucoup d'entre vous doivent connaître ce genre de symptômes. Et là, j'ai commencé à consulter des médecins une nouvelle fois, et on ne trouvait pas ce que j'avais. On ne trouvait pas ce que j'avais, ça a mis beaucoup de temps. Et puis on m'a dit, tiens, est-ce que tu n'aurais pas une spondylarthrite ankylosante? Alors je suis allé voir mon médecin, je lui ai dit, est-ce que j'aurais pas une spondylarthrite ankylosante? Il m'a dit, on va regarder, on va tester un gène, un antigène, le HLA-B27. Et je suis revenu positif au HLA-B27, donc on m'a dit, ok, bah, vous avez une spondylarthrite ankylosante. Je dis, ok, super, qu'est-ce que c'est? On m'a expliqué, spondylarthrite ankylosante, maladie rhumatismale qui soude les articulations entre elles. On ne pourra pas vous guérir, mais on peut éventuellement ralentir l'évolution de votre pathologie. Je dis ok, super, c'est pas mal, à 20 et quelques années, ça me fait rêver. Et donc j'ai dit, quelle thérapie vous me proposez? Et on m'a proposé des traitements, des anti-inflammatoires dans un premier temps, une molécule, deux molécules, trois molécules, etc. Et puis les anti-inflammatoires ne marchaient pas très bien. Alors le rhumatologue m'a dit on va essayer les anti-TNF-alpha, mais vous avez de la chance parce que c'est un traitement qui vient d'arriver sur le marché, et c'est pas tout le monde qui peut accéder à ce traitement-là. J'ai dit ok, bon, on va essayer. Alors, il m'a expliqué ce que c'était, donc c'est une espèce de mini-chimiothérapie à faible dose. Donc bon, j'étais pas franchement heureux de prendre ça. Et je me suis dit, bon, si ça me soigne et si ça me permet de poursuivre mon métier et de continuer ma vie, pourquoi pas. Et donc j'ai attaqué ces anti-TNF-alpha, là pareil, une molécule, deux molécules, trois molécules, j'avais des effets secondaires assez terribles. J'ai subi aussi de la maltraitance médicale à ce moment-là, avec des réflexions du genre, vous avez des nausées, serrez les dents. Au lieu de me proposer des choses qui auraient pu me soulager assez facilement. Bref, passons. Et puis, plus j'avançais dans les années avec ces traitements-là, plus mon état se dégradait. Je commençais à avoir des troubles neurologiques de plus en plus importants. Et à un moment donné, je me souviens d'une consultation où j'étais avec un rhumatologue, et je lui dis, mais en fait, ça fait à peu près 10 ans que vous me soignez, mon état se dégrade, j'ai vraiment l'impression que vous ne savez pas ce que vous faites, quoi. Vous êtes en train de me détruire, quoi, de me tuer, quoi. Je vais finir comment, quoi. Et il était complètement désarçonné, il ne savait pas quoi me dire, quoi. Je lui ai dit, tant pis, ciao, je m'en vais, je vais voir ailleurs comment ça se passe, je vais essayer de trouver autre chose, quoi. Et on m'avait parlé d'un médecin sur Nîmes qui m'avait dit soigner autrement. J'ai dit, tiens, je vais aller le voir, s'il soigne autrement, peut-être qu'il va arriver à me soigner. Et donc je vais consulter ce médecin-là. Alors déjà j'ai attendu, comme beaucoup de gens, quand on est patient, on sait qu'il faut être patient. Et je consulte donc ce médecin-là, et je lui ramène tout mon dossier médical depuis 13 ans, donc une petite pile comme ça quand même, entre tous les IRM, ça je passe tous les détails, tous les examens que j'ai pu faire qui ont coûté une somme astronomique au contribuable malheureusement. Et il consulte toutes mes analyses depuis 10 ans, quoi.
C'était la première fois déjà qu'un médecin prenait le temps de regarder mon dossier. Donc la consultation a duré 1h30 juste pour éplucher le dossier médical, quoi. Et plus il avançait, plus il me disait mais ils sont fous. Mais ils sont fous. Je disais mais pourquoi il dit ça, quoi? Je comprenais pas. Et puis il ferme tout ça et puis il me dit pour moi, vous n'avez pas de spondylarthrite ankylosante. Vous n'avez pas de... On vous parlait de fibromyalgie, on commençait à vous parler de sclérose en plaques. Non, vous n'avez pas ça. Vous avez une maladie de Lyme. Alors je lui dis mais c'est quoi une maladie de Lyme? Il me dit c'est une maladie qui est transmise par morsure de tiques, mais pas seulement. Alors je lui dis les tiques, alors je réfléchis, je dis non, moi, je ne me rappelle pas avoir été mordu par des tiques, quoi. Il me dit bon, on va vous faire passer les tests de dépistage et puis on verra bien. Il me dit mais je préfère vous prévenir tout de suite, c'est pas parce que vous allez revenir négatif avec ces tests-là que vous n'avez pas la maladie de Lyme. Autant vous dire que quand je suis sorti de son bureau, je me suis dit soit c'est un allumé le mec, soit il y a une grosse escroquerie derrière tout ça, un truc énorme. Et donc, on va laisser passer les pompiers. Et donc j'ai fait ces tests, il me les a fait faire dans un laboratoire spécialisé sur Paris, et les tests sont revenus négatifs. Donc je me suis dit, bon, c'est négatif, moi j'avais pas tout compris, je vais le voir avec ces tests-là à la main, et puis je lui dis, regardez, ils sont négatifs, je dois pas avoir la maladie de Lyme, visiblement. Quand il me dit, non, c'est pas aussi simple que ça. Regardez, on a fait faire un ELISA et un Western blot, et sur le Western blot, il y a bien des bandes qui montrent que vous avez été en contact avec cette bactérie à un moment donné, et qu'elle est probablement encore en vous. Voilà. Je dis, ok, très bien, alors comment on se soigne? Et donc il commence à me proposer des protocoles de soins naturels. Il dit on va y aller doucement, j'ai des choses assez intéressantes. D'ailleurs des traitements qui marchent bien, qui m'ont pas mal aidé. J'ai utilisé ces thérapies-là pendant à peu près 6-7 mois. Et puis ça allait pas assez vite. Entre-temps je me suis renseigné énormément sur les réseaux sociaux. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de malades qui utilisaient les antibiotiques, etc., avec des résultats assez probants. Donc, aux prochaines consultations, je lui ai dit, moi j'aimerais bien attaquer les antibiotiques pour qu'on accélère les choses et que je puisse enfin aller mieux. Donc on a attaqué les antibiotiques à des dosages pas assez élevés, et puis en monothérapie, ce qui fait que les résultats n'étaient pas terribles. Et parallèlement à ça, j'avais entendu parler de Christian Perron, évidemment, parce que ça commençait à faire un petit peu de bruit déjà à l'époque. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer Christian Perron, d'avoir un rendez-vous avec lui, parce que j'avais quelqu'un à l'époque de ma famille qui avait travaillé avec lui, donc il a accepté exceptionnellement de me recevoir. Et puis donc Christian Perron me fait une consultation et me propose donc une antibiothérapie beaucoup plus forte, mais pas non plus extrêmement forte. Et puis parallèlement, j'ai consulté le même jour un médecin du groupe Chronimed. Donc le groupe Chronimed, c'est les médecins, c'est à peu près une quinzaine de médecins qui travaillent autour du professeur Luc Montagnier et qui font des recherches et qui ont des résultats parfois très intéressants sur certains maladies. Et donc j'ai attaqué à la fois des thérapies naturelles et la médecine et les traitements allopathiques en antibiothérapie assez fortes. Là j'ai eu les plus gros ERX de ma vie. À l'époque, les ERX, on ne les gérait pas comme on peut les gérer aujourd'hui. J'ai eu des ERX, j'ai passé, je me souviens à peu près 3 semaines, 1 mois, allongé par terre, j'étais plus rien, quoi. Mes bras, mes jambes se levaient tout seul, je convulsionnais, je sautais dans tous les sens, quoi. J'étais plus là, j'avais le cerveau qui disjonctait en fait, tellement que la douleur était forte. Donc ça a été une épreuve très difficile, mais c'était pas tant la douleur physique en fait qui était le plus terrible dans tout ça. Le plus terrible dans tout ça, c'est que j'avais mes 2 enfants qui étaient là et qui me voyaient dans cet état-là. Et là, ça m'a interpellé. Je me suis dit quand même, c'est pas normal qu'aujourd'hui, en 2019, je sois obligé
que mes parents, que mes enfants, pardon, soient exposés à tout ça. Et puis au fil des rencontres, etc., donc je continue à me soigner, et puis j'ai été confronté au système de santé tel qu'il est fait aujourd'hui encore, malheureusement. J'ai un médecin conseil qui m'a reçu et qui m'a dit bon, bah, monsieur Lacoste, pour moi, vous avez peut-être bien une spondylarthrite ankylosante, mais vous n'avez pas de maladie de Lyme. Donc pour moi, vous êtes tout à fait en état de reprendre le travail. Il va falloir aller bosser, comme tout le monde. Donc vous êtes apte à travailler. Bam. Et là, je me suis dit, oh là là, ça ne va pas se passer comme ça. C'est pas normal. Il va falloir que je me bouge. J'avais aussi vu une vidéo qui a fait un déclic chez moi avec le médecin chronimètre que j'avais consulté. Il m'avait montré une vidéo qui m'avait aussi interpellé. On voyait la vie d'un personnage, c'était un espèce de dessin animé, et on voyait un petit personnage qui naissait et qui avait des problèmes de santé réguliers, qui petit à petit s'enfonçait dans une situation catastrophique et qui en arrivait jusqu'au suicide. Et à la fin de cette vidéo, il était noté, si on lui avait parlé de Babesia, de Bartonella, de Borrelia, on aurait pu le soigner et il n'en serait jamais arrivé là, quoi. Voilà. Tout ça, ça a été des petits déclics. Et donc en juin 2016, j'ai décidé de faire une grève de la faim. Donc bon, j'avais préparé quand même mon action, j'ai bossé dessus pendant à peu près 2-3 mois, j'étais accompagné par un nutritionniste, c'est le professeur Melchior, et je me suis lancé donc dans cette aventure. Et il y a eu donc j'avais lancé une page Facebook à ce moment-là, qui s'appelait Le Droit de Guérir, parce que finalement c'est ce que je demandais le droit de guérir. Et il y a beaucoup de gens qui ont commencé à me rejoindre sur les réseaux sociaux à partir de là. Et cette grève de la faim, il y a eu les médias aussi, il y a eu énormément d'articles, il y en a beaucoup plus à l'étranger qu'en France, bizarrement. Et puis cette grève de la faim, donc elle a duré 20 jours. Ça a été aussi une expérience thérapeutique pour moi, parce que j'ai découvert le jeûne. Voilà. J'ai découvert un sacré truc, puisque au bout du 7e jour à peu près, j'étais totalement asymptomatique, avec une clarté d'esprit de dingue et une énergie de fou, voilà, jusqu'à ce que je m'arrête. Donc j'ai fait 20 jours de grève de la faim. J'ai arrêté pourquoi? J'ai arrêté déjà parce que j'avais ma famille qui me regardait en me disant jusqu'où il va aller, quoi. Je voyais la peur dans leur regard. Et puis j'avais tous les membres qui refroidissaient et je n'arrivais plus à me réchauffer. Et je sentais en moi comme une odeur de mort. Je ne sais pas ce que c'est que l'odeur de la mort, mais c'est ce que je me suis imaginé à ce moment-là. Et je me suis dit, si tu vas trop loin, tu pourras pas, c'est pas parce que tu vas te réalimenter que tu vas repartir, et ça ne marche pas comme ça. Donc ne va pas trop loin et arrête, quoi. Et donc au bout de 20 jours, j'ai arrêté. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont interpellé, qui m'ont dit, Mathias, il faut créer une association. Alors je leur ai dit, une association, il y en a déjà, il y en a beaucoup. Je ne vois pas pourquoi on créerait quelque chose de supplémentaire. On me dit non, ça sera différent, tu as créé un espoir, tu as suscité quelque chose chez les gens, il faut que tu y ailles, il faut faire une asso, on y va, c'est parti. Je leur ai dit, vous êtes sûr? Parce que moi, le monde associatif, je connais un peu, j'ai mes parents qui se sont beaucoup investis, mon père était président d'Emmaüs, ma mère était au Resto du Cœur. Donc voilà, dans ma jeunesse, j'ai passé beaucoup de temps dans les bric-à-brac et sur les brocantes. Ça n'a pas toujours été rose, donc j'avais pas envie d'imposer ça, mais bon, je me suis laissé embarquer dans l'aventure. Et donc à partir de là, j'ai découvert l'envers un peu du décor, c'est-à-dire que j'ai, grâce d'ailleurs à Marie-Claude Perrin qui est là, j'ai poussé les portes du ministère et le droit de guérir a pu être intégré dans les discussions, au COPIL, grâce à Marie-Claude qui m'a aidé à donner cette impulsion-là. Et donc j'ai assisté à ces réunions-là et j'étais scotché, quoi. Scotché parce que première réunion prévention. Je suis arrivé là-dedans dans un état d'esprit, je me suis dit mais c'est pas... Enfin, la prévention, je suis pas sûr que ce soit la priorité du truc, quoi.
C'est bien d'aller parler d'éthique et tout, mais il y a quand même des gens qui souffrent. Aujourd'hui, la situation, voilà, elle n'a pas changé par rapport à aujourd'hui, finalement, pas trop. Elle est même pire. Voilà, Et donc, cette première réunion, ça a été une claque pour moi. Lors de cette réunion, je me souviens, on a abordé les différents modes de contamination. On a essayé justement d'amener Santé publique France sur ce terrain-là, en disant attention, il n'y a pas que les tiques, hein, il y a d'autres insectes vecteurs, il y a la transmission materno-fétale qui a été prouvée scientifiquement. Voilà. Et il y avait une phrase qui m'avait beaucoup interpellé à l'époque, c'était celle du professeur Perron, qui avait dit, ils ont fait un parallèle avec la vaccination, en disant, non, il faut surtout pas, parce que c'était le message de Santé publique France, c'était de dire, non, il ne faut pas faire peur aux Français. On ne va pas faire peur aux Français, donc on va y aller étape par étape, on va leur parler d'éthique, mais pour le reste, ça va attendre. Voilà. Et le professeur Perron, qui était à côté de moi, je crois, a dit, oui, on a bien vu ce que ça avait fait, ce que ça a fait avec les vaccins. Voilà. Donc ça, c'est une phrase qui m'a beaucoup interpellé et qui m'a ouvert à faire beaucoup de recherches sur la vaccination, le lien qu'il pouvait y avoir entre les maladies chroniques et la vaccination. C'est quelque chose quand même qui est très intéressant. Alors aujourd'hui, toucher à la vaccination, c'est un sujet qu'il ne faut surtout pas toucher en France. C'est un sujet très tabou, parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu, parce que voilà, moi je ne suis pas du tout un pro ni contre vaccin. Moi ce que je veux, c'est que ce soit des vaccins efficaces et non dangereux. Voilà. Et il y a des choses qui sont largement discutables dans la vaccination. Donc après tout ça, le droit de guérir a grossi petit à petit. Donc on avait créé nos statuts, on a pris de plus en plus d'ampleur, on a mené des actions qui ont certes dérangé, comme par exemple l'enterrement du déni qu'on avait organisé à Strasbourg, avec une cérémonie d'obsèques, avec un cercueil, etc. Alors c'est sûr qu'à l'époque ça se faisait pas beaucoup, mais aujourd'hui, des manifestations ou des cercueils, on en voit quasiment tous les jours. C'est un peu comme la dernière action qu'on a menée le 10 avril, pour dénoncer un potentiel scandale du sang contaminé. C'est une action qui était visuellement spectaculaire, il n'y a eu aucune violence, enfin, voilà, il y a eu de la dégradation, mais il n'y a eu aucune violence réelle, à mon sens. Et là encore une fois, voilà, c'est comme ça quoi. Je sais plus où je voulais en venir, j'ai perdu le fil. Voilà, donc grosso modo aujourd'hui, le droit de guérir, alors on n'est plus en discussion avec les autorités sanitaires, mais à la limite, dans le contexte actuel, c'est pas plus mal. On dérange de plus en plus. Voilà, il faut savoir que, si vous lisez un peu notre blog, notamment on a sorti un article il n'y a pas très longtemps, pour expliquer un peu le fonctionnement du monde associatif, avec les réalistes, les idéalistes, les opportunistes, les activistes. On a fait une synthèse un peu pour expliquer ce qu'était le monde associatif en France. Ça ne se limite pas au Lyme. Voilà, on dérange à tel point que j'ai personnellement, moi, été démarché par des lobbyistes. On m'a proposé de faire valider les actions de l'association. Ça peut paraître un peu surnaturel pour beaucoup, mais moi je parle. Je pense que les choses doivent être dites et que vous devez comprendre les enjeux et voir ce qui se passe aujourd'hui en France. Donc on m'a proposé un poste fictif, payé par l'État français, donc payé par le contribuable, des dotations à hauteur de 100 000 € par an pour l'association Le Droit de Guérir. On m'a proposé des bureaux à Paris pour l'association. Et on nous a proposé aussi évidemment derrière les laboratoires qui nous verseraient annuellement des dotations. Voilà. Mais en contrepartie, donc, on doit mettre nos actions en silence. Enfin en silence. En tout cas, elles doivent être validées par certaines personnes. Donc c'est là que vous mesurez un peu les enjeux, vous mesurez les prises de risques. Il faut savoir qu'on bosse sur des dossiers, alors le Lyme c'est très très large. Ma vision du Lyme elle a beaucoup évolué au fil des années.
C'est un sujet très vaste. On ne sait pas tout aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas des rétrovirus qui rentrent en action? On n'en sait rien. Moi, je suis en tout cas ouvert à tout ça. Voilà, ce que je vois, c'est que ce qu'on voit, nous, ce que je vois en tant que président d'association aujourd'hui, je vois des malades qui souffrent, je vois des gens qui arrivent à se soigner avec des thérapies ou allopathiques ou naturelles. Il y a des très bons résultats avec les thérapies naturelles. Ça, c'est sûr que ça peut déranger l'industrie pharmaceutique. Est-ce qu'on peut guérir uniquement avec les thérapies naturelles? Alors moi, je parle jamais de guérison en fait. C'est marrant parce que l'association s'appelle Le Droit de Guérir, mais non, je parle de personnes qui deviennent asymptomatiques parce qu'elles sont obligées de faire attention et de maintenir cet état asymptomatique. Mais c'est tout à fait possible. Voilà, c'est tout à fait possible. Et les résultats que je vois aujourd'hui et qui fonctionnent, je vois beaucoup de médecine naturelle, quoi. Beaucoup de médecine naturelle, c'est ce qu'on voit nous en tant qu'association. C'est pas forcément les malades qui vont attaquer les agents pathogènes, qui vont chercher. Voilà. Il y a une décharge virale, parasitaire, bactérienne qui semble importante à réaliser, mais il y a des étapes dans tout ça. Il y a des étapes, il y a du déparasitage, il y a de la chélation aussi, il faut évacuer les métaux lourds, tout ça. Il ne faut pas le faire à n'importe quel moment. Alors, moi je ne suis pas médecin, mais ça c'est de l'expérience de ce qu'on voit sur le terrain. Voilà. Donc on peut devenir asymptomatique, ça peut aller très vite. Le meilleur exemple c'est Christophe Ferré. On a fait une publication sur Facebook. C'est un gars, il m'a contacté il y a 1 an et demi. Il me dit Mathias, j'en peux plus. Je vais me suicider, j'en peux plus, je suis au bout. Je veux plus vivre, je veux mourir. Est-ce que tu peux m'aider? Alors je lui dis à mourir non, mais je peux éventuellement te rediriger vers des professionnels de santé qui vont t'aider. Et donc, chose qu'il a faite, il a fait son petit parcours, son bout de chemin. Et du moment où il a commencé les thérapies et du moment où il est devenu asymptomatique, alors il ne se considère pas du tout comme guéri lui aussi, hein, il dit qu'il est juste asymptomatique, mais il a fallu à peu près 7-8 mois, je dirais. 7-8 mois, sachant qu'aujourd'hui c'est quelqu'un qui est en train de gravir des monts et des montagnes pour nous tous, quoi. Donc il monte avec sa banderole, il n'a pas encore fait, pour l'instant il n'a pas encore déployé les banderoles, mais petit à petit voilà, il est en train de monter de plus en plus haut, des sommets, et le but c'est de communiquer et de faire passer un message en disant voilà, on peut s'en sortir, déjà c'est un espoir pour nous tous, hein, on peut devenir asymptomatique, et en plus de ça, voilà, c'est pour aussi faire parler de tout ce qui se passe aujourd'hui. Bon, il y a énormément de choses à dire, je pourrais tenir le crachoir pendant des heures. Si vous avez des questions, je vous écoute, et puis après on passera au docteur l'allemand qui... Christophe Ferré. Alors Christophe, il est pris en charge par un naturopathe sur Paris qui s'appelle Adam Nour. Adam Nour, c'est un malade de Lyme. Il était sur les forums, il était sur Facebook, et puis il s'est pris en charge, il s'est vachement documenté, il est allé se former dans une école, et aujourd'hui donc il met à profit tout son savoir. Mais ça passe par quoi, l'alimentation? Ça passe par beaucoup de choses. On ne peut pas se limiter à une prise de médicaments, voilà, évidemment, c'est le terrain, il y a tellement de choses qui rentrent en compte. Donc il y a la modification de l'alimentation, il y a la charge toxique, il faut relancer les émonctoires. Enfin voilà, c'est ce qui tourne de toute façon en boucle sur les réseaux sociaux aujourd'hui. On travaille sur les émonctoires, on déparasite, après on chélate, et après on traite les infections si elles sont encore actives, si elles ne se sont pas mises en sommeil, quoi. Grosso modo, c'est ça, c'est ce que moi je comprends des thérapies, des protocoles qui sont aujourd'hui mis en place par ces professionnels de santé. Et voilà, et les résultats sont là. Et Christophe, c'est juste une histoire de fou, quoi. Donc ça, c'est hyper important. Et on voit d'ailleurs, il y a eu d'autres témoignages comme ça, et c'est en train de se cumuler. C'est-à-dire que jusqu'à présent, en fait, on n'entendait pas parler des gens qui allaient mieux. Dès qu'ils allaient mieux, on ne veut plus en entendre parler, quoi.
Non, il y a quand même quelques personnes qui aujourd'hui ont envie de témoigner et ont envie de donner de l'espoir à tous ceux qui souffrent, et ça c'est génial, quoi, parce qu'on en a tous besoin, quoi. C'est évident, quoi. Après, personnellement, sur ma façon de me traiter aujourd'hui, moi je me traite uniquement naturellement. Je ne prends pas de médicaments allopathiques. Depuis le début, ça? Non. Alors moi je suis en automédication, donc je me suis toujours quasiment traité tout seul. J'ai été abandonné à partir de 2016, à partir du moment où j'ai fait ma grève de la faim. J'ai été étiqueté au niveau de ma caisse primaire. Donc il y a un voyant rouge qui s'est allumé. Et elle m'a dit celui-là, faut pas y toucher, faut le laisser crever. Donc j'ai pas eu d'indemnité journalière, ça fait 3 ans que je suis en procès contre la mutualité sociale agricole. Je suis arrivé à les mettre face à leurs responsabilités, c'est-à-dire que je leur ai dit, j'ai voulu reprendre le travail à un moment donné, j'y suis allé une journée, et puis j'ai rencontré le médecin du travail qui doit valider le truc. Et puis je l'ai mis face à ses responsabilités, c'est-à-dire que je lui ai dit, écoutez, vous savez, déjà vous avez suivi ce que je fais depuis 2016 ? J'ai dit non, pas du tout, vous faites quoi ? Je lui ai dit ah bon, je lui ai dit putain, vous regardez pas. Je lui ai dit, je lui ai expliqué tout ça, et puis je lui ai dit on est en train d'engager des procédures judiciaires. Et à titre personnel, je peux vous assurer que j'irai chercher votre responsabilité. Alors elle a été très surprise, elle m'a dit ah bon, moi ? Je lui ai dit mais vous comme les autres, j'irai tous vous chercher. Elle a sorti son papier, elle a mis inapte total à tout travail, ne peut plus. Donc, ce papier-là m'a servi derrière à faire les démarches pour la MDPH. Et là, ma situation est en train de se débloquer avec la MDPH, puisque j'ai réexposé toute ma situation au niveau de la MDPH. Ils ont dit, oula, on comprend mieux le dossier. Accord, terminé, parfait. Voilà, donc ça commence à se débloquer pour moi, mais c'est très compliqué. Après, il y a eu plein de choses. Il faut savoir qu'en France, par exemple, il y a une maison qui s'appelle la Maison des lanceurs d'alerte. Et ça, c'est un truc, c'est assez magique. C'est 17 organisations, dont des associations d'avocats, une association comme ATTAC, qui sont quand même des très grosses structures. Ça a été magique, c'est-à-dire que je les ai contactés en disant voilà, je suis un lanceur d'alerte, je suis dans la merde, aidez-moi, quoi. J'ai besoin de vous, quoi. Parce qu'ils prennent tout en charge, ils prennent en charge l'aspect judiciaire, ils prennent en charge des revenus, etc. Ils aident vraiment en charge. Et donc, j'ai envoyé un mail. Premier mail, pendant 1 mois, pas de réponse. Je me suis dit, tiens, je vais relancer quand même. Je relance. Et je reçois 1 heure après une réponse qui m'était absolument pas destinée. Et la réponse, elle est juste magique, elle fait froid dans le dos. C'est-à-dire que le mec s'est trompé. Au lieu d'envoyer le mail à son collègue, il l'a envoyé à moi. Il a appuyé sur répondre. Et il lui dit dans le mail, tiens, encore un jardinier du dimanche qui s'est fait mordre par une tique. Enfin bon, voilà, il me ridiculise comme jamais et il dit si tu as envie de t'en occuper, occupe-toi-en, mais prends ton temps, passe un bon week-end, bisous quoi. Donc j'ai gardé ce mail au chaud. Puis un jour ou l'autre, voilà, on le rendra peut-être public en fonction de ce qui se passe. Voilà, donc après on mène aussi évidemment des actions judiciaires que vous pouvez encore rejoindre avec notre avocat M. Benayem. On a essayé de faire une plainte qui tape le plus largement possible et qui reste accessible parce qu'on a bien conscience que les gens n'ont pas beaucoup de moyens, ça coûte 240 €. Alors pour 240 €, c'est la plainte pénale, la constitution des parties civiles, voilà, il n'y a aucun frais à rajouter. Où elle en est aujourd'hui cette plainte, il y a la police, il y a une enquête qui a été ouverte, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Il y a une enquête qui a été ouverte déjà depuis quelques mois. Et il y a donc une équipe de la police qui travaille dessus. Et là, nous allons prochainement passer une nouvelle phase judiciaire parce qu'on veut en fait que les détracteurs qui sont nommés à l'intérieur de cette plainte commencent à être mis en examen. Voilà. Donc il faut que ces gens-là soient mis en examen et que toutes les caméras se tournent vers eux, qu'on les voit bien publiquement. Voilà, parce que c'est normal, parce que c'est très grave ce qui se passe, et parce que ces gens-là, forcément, aujourd'hui, doivent le payer, quoi. Donc il faut tous, on se mobilise pour ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup de plaignants, on est 200 ou 300, quelque chose comme ça.
Ce qui est déjà pas mal, hein, ce qui est déjà pas mal, parce que le procureur de la République a quand même décidé d'ouvrir une enquête, quoi. Donc ça commence à prendre sérieusement. Voilà. Ça va être, non? Mais c'est la justice. C'est la justice. Voilà. C'est la justice. Alors je sais pas, docteur Lallemand, vous voulez nous dire un petit mot par rapport à la situation globale? Vous, dans votre quotidien, j'imagine que c'est aussi compliqué. Alors moi, juste la réalité. Juste avant que vous preniez la parole, voilà, il faut savoir qu'aujourd'hui, donc il y a des recommandations qui ont été mises en place par la Haute Autorité de Santé, que nous avons contestées grâce à la mobilisation de tous nos followers. On avait lancé une pétition à l'époque, on est arrivé à lever 12 000 € en l'espace d'un mois. Ça nous a permis de saisir le Conseil d'État par un recours à un référé. Le référé est tombé à l'eau parce qu'ils ont considéré qu'il n'y avait pas d'urgence, puisqu'il n'y avait pas de mort. Pas suffisamment, voilà. Et donc, il y a le recours qui est encore en cours, qui devrait peut-être tomber dans les semaines ou les jours à venir. Je ne sais pas exactement, ça fait 1 an, donc ça devrait arriver. Et on attend évidemment beaucoup de ça. Et tout ça pour vous dire quoi? C'est que ces recommandations-là aujourd'hui, elles mettent en porte-à-faux les médecins qui essayent de nous soigner, puisque encore aujourd'hui, on considère qu'au-delà de 15 jours renouvelables une fois, enfin 14 jours renouvelables une fois, je crois, on considère que le patient est guéri, et donc tous les médecins qui prescrivent des traitements au long cours sont susceptibles d'être poursuivis. Alors, il y a eu le docteur Marc Bronstein qui a été attaqué il y a quelques temps. On a mis en place tout un mode d'action, ce qui lui a permis d'être... on l'a laissé tranquille. Ils ont essayé de faire la même chose avec le docteur Yves Cornette de Saint-Cyr en Bretagne. Même chose, pétition, médias, etc. C'est sûr que quand on débarque dans le Conseil de l'Ordre avec des médias et tout, ils n'aiment pas trop. Ça leur plaît pas vraiment. Et puis là, il y a un nouveau médecin qui est attaqué, c'est le professeur Trouillas. Et ça, c'est très embêtant parce que le professeur Trouillas siégeait, il siégeait à la Haute Autorité de Santé, ici, siégeait dans les discussions autour de l'AIE. Voilà, mais bon, donc là, les actions qui vont être menées pour le professeur Trouillas, je ne sais pas, on est en train de voir. Nous, on lui a en tout cas apporté notre soutien. Il sait qu'on peut utiliser tous les leviers qui existent pour l'aider. Pour l'instant, ça s'est arrêté là. Voilà, mais ça, c'est aussi notre rôle aujourd'hui en tant qu'association, c'est d'essayer de protéger tous ces médecins qui se font attaquer. Voilà. Et on le fait du mieux possible. Donc j'ai beaucoup d'admiration pour ce que vous faites, docteur, parce que vous prenez des risques quotidiennement. Et donc si vous avez besoin un jour de quoi que ce soit, ben, nous on sera là pour vous aider. J'ai une question à vous poser avant de passer oui. Si vous parlez de votre automédication, c'est intéressant de dire pourquoi vous êtes arrivé à vous automédiquer, même si votre protocole ne s'applique pas forcément à tout le monde. Parce que j'avais pas de médecin, j'ai eu affaire à un docline pas très sérieux, il y en a aussi. Et comment vous trouvez votre manière de votre... comment je me soigne? Ou sur des fruits, parce que vous prenez pas... Non. Alors j'ai eu la chance d'être contacté par des malades qui font énormément de recherches et qui aujourd'hui étudient énormément la maladie. Je ne peux pas trop rentrer dans le détail pour l'instant parce que je ne veux pas les mettre en danger. Je ne veux pas mettre en danger tout ça. Mais voilà, aujourd'hui, ça m'a aidé dans toutes les thérapeutiques que j'ai pu essayer. J'ai essayé par exemple le nitazoxanide, donc le NTZ. Alors ça évidemment je le conseille à personne. Je ne vais pas vous dire allez-y, traitez-vous, faites de l'automédication, surtout pas. Il ne faudrait pas que je me prenne un procès. Mais voilà, je l'ai fait personnellement. Je fais partie des cobayes en France qui ont essayé en premier. J'étais en sous-dosage à l'époque. Voilà, aujourd'hui, on a plus de recul sur ces traitements-là. C'est très utilisé en Allemagne. C'est quelque chose qui est intéressant, le nitazoxanide.
Il y a encore autre chose qui vient d'arriver, c'est le dysflurial, je me souviens plus de son nom, à chaque fois je le mange celui-là. Ah non, ça c'est de la médecine allopathique. Oui, alors après avoir fait tout ça, je suis passé sur les médecines naturelles. Voilà, donc aujourd'hui je me traite avec des pâtes médicinales. Donc c'est un laboratoire qui s'appelle Sofinov qui fait ça. C'est très cher, trop cher à mon goût, mais c'est ce qui m'aide. Et puis au-delà de ça, j'utilise des thérapies, alors qui peuvent paraître complètement farfelues pour beaucoup, mais c'est ce qui m'aide. Moi je juge au résultat, je ne juge pas à la technique. J'utilise la kinésiologie, qui m'a beaucoup aidé. Et j'utilise aussi des traitements qui réinforment les cellules. Alors c'est quelque chose de non intrusif, c'est très particulier, c'est très novateur, c'est 100% naturel. C'est pas développé en France et je ne sais pas si ça arrivera un jour ici. Et ça pour l'instant je peux pas vous en dire plus quoi, pas publiquement en tout cas. Non mais après il faut me contacter. Voilà, Oui. L'alimentation, j'ai fait 1 an et demi de régime sénialé. Le régime sénialé, c'est un régime très strict. Pas de mémoire, c'est pas de gluten, pas de lactose, pas de sucre, ouais, pas de sucre. Et cuisson des aliments pas plus de 110 degrés. 1 an et demi, j'ai pas eu de résultats spectaculaires avec ça. Donc l'alimentation, aujourd'hui, je fais attention à ce que je mange biologique. Je fais attention à l'eau que je bois, parce que ça on n'en parle pas assez. L'eau c'est un truc hyper important, on en consomme tous les jours et on n'a pas conscience en fait que la qualité de l'eau a vraiment un impact très 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 important sur nous. L'eau, donc là aussi il y a des choses, l'eau c'est très vaste, il y a des travaux qui sont à mon sens très intéressants, c'est ceux de Luc Montagnier sur l'eau, mais il n'y a pas que lui, il y a eu avant lui aussi plein de choses, donc ça c'est très très intéressant. Voilà, l'eau, après je prends des probiotiques qui m'aident, voilà, que j'ai sélectionnés en discutant notamment avec Judith Alberta, que vous devez connaître, qui est quelqu'un moi que j'aime beaucoup parce qu'elle est très objective dans sa démarche. C'est sûr que c'est parfois compliqué pour certains avec Judith, je l'entends, mais c'est une femme moi que j'apprécie beaucoup et qui est très très riche et qui n'a pas du tout, elle donne ses informations, elle s'en fout, elle donne. Donc voilà, j'aime beaucoup discuter avec elle, donc on s'appelle de temps en temps et on échange 2-3 trucs. Et c'est elle qui m'a parlé de ces probiotiques là et voilà, c'est la marque, je crois que c'est Apothecaria. La boutique c'est Apothecaria, bon je sais pas où, c'est le nom de la boutique. Non, c'est c'est Floracor, c'est un truc qui m'a bien aidé. Voilà. Mais après, encore une fois, ce qu'il faut bien comprendre, c'est pas parce qu'un traitement ou quelque chose va marcher sur moi que ça va marcher sur vous, quoi. Donc on est tous tellement très différents que voilà, c'est un peu le problème des forums aujourd'hui et des groupes Facebook, etc. C'est que chacun y va de son conseil, vas-y, fais ci, fais ça, machin, mais non, quoi. On est tous très différents et il faut moi, comment je suis arrivé à m'améliorer mon état, je crois que c'est en m'écoutant en fait. J'ai appris mon corps en fait. J'ai appris qui j'étais. Et c'est une recherche continue et ça va au-delà de ce qu'on peut prendre comme comprimé, etc. Là cet été par exemple, j'ai été invité parce qu'on est partenaire de Planète Altruiste. Donc Planète Altruiste, c'est Bruno, Nathalie et Loïc qui sont les organisateurs de ça, qui ont créé ça. C'est le message, grosso modo, c'est de dire on a essayé l'égoïsme et si on essayait l'altruisme. Le message est quand même très fort. Ils organisent une journée par an autour de l'altruisme avec des intervenants très intéressants, c'est vraiment hyper riche. Et donc cet été, il m'avait invité à participer à une semaine de méditation silencieuse.
Alors j'avais déjà fait de la méditation, mais pas comme ça. Je suis allé très 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 loin dans la méditation et ça a été wow, un truc de dingue. Je pensais pas un jour toucher ça, quoi. Pour vous donner un ordre d'idée, je suis arrivé à être asymptomatique, quoi. Enfin totalement, plus rien. Je dormais comme un bébé, enfin, un truc. Et j'étais dans un environnement, voilà, tout est la nourriture, tout est parfait, quoi. Et il y a des tics quand même dehors, c'est en Alsace. Ça dure pas. Ça dure pas, bah après il faut maintenir cet état-là. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à vivre dans un... Parce que le stress joue énormément dans nos pathologies, ça c'est une constatation que j'ai faite, le stress c'est ouf, quoi. Donc toute forme de stress, quoi. Toute forme de stress. Et quand on élimine tous ces stress-là, ben, l'état s'améliore grandement, quoi, forcément. Donc oui, la maladie de Lyme, ça existe. C'est pas une maladie psychiatrique, non. Mais il y a une part de psychologie dans tout ça. Et on ne peut pas... c'est le corps, l'âme, l'esprit, quoi. Et tout ça, ça se détache pas. Il faut l'accepter. Ça fait des années qu'on se ment, quoi. À croire qu'on est tous des warriors, là, et que le dernier iPhone va nous sauver la vie. Non mais voilà, ça marche pas comme ça, et aujourd'hui forcément on a un retour à tout ça, et grâce justement à Planète Altruiste, j'ai eu des prises de conscience fabuleuses. J'ai rencontré Pablo Servigne, alors ça va peut-être pas vous parler comme ça. Pablo Servigne, c'est un collapsologue, ça on s'éloigne du sujet du Lyme, mais la collapsologie ça nous concerne tous, c'est l'étude de l'effondrement des civilisations. Donc c'est des ingénieurs qui se sont réunis, qui ont rassemblé des données, qui ont sorti un livre qui s'appelle « Comment tout peut s'effondrer » et qui explique justement comment tout est en train de s'effondrer et à quoi on va faire face, quoi. Voilà. Et il faut en avoir conscience. Nous, en tout cas, au niveau de l'association, dans les projets qu'on développe, on a cette petite lumière qui dit effondrement. Parce que demain, quand il va y avoir un effondrement, ça va aller très vite. Les gens qui vont être en première ligne, c'est nous. Parce que si on ne peut pas faire bien nos traitements et tout, on va être dans une merde totale. Donc, il faut que dans les projets qu'on développe, on ait tout ça, voilà, qu'on intègre bien tout ça et on essaye justement, en s'adaptant aux technologies qu'on a aujourd'hui et aux technologies qu'on n'aura plus demain, quoi. Donc c'est très compliqué, mais c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte parce que ça arrive très vite. Il parle de 2022, 2023, donc c'est demain, quoi. Oui, ça va très vite. Voilà. Vous entendez quoi sur l'effondrement ? Et effondrement sociétal, bah, l'effondrement, en fait les systèmes, ils expliquent ça très bien, c'est-à-dire que les systèmes aujourd'hui sont devenus tellement complexes, ils prennent l'image de la voiture. C'est-à-dire que quand on a créé la voiture, il y avait 4 roues en bois, je veux dire, il y a un truc qui est pété, on était capable de le réparer presque sur place, quoi. Aujourd'hui, on monte dans notre bagnole, on met le contact, on ne sait même pas comment ça marche, on est presque dans la voiture, elle conduit toute seule. Et c'est réellement à l'image de notre société d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est tous comme des couillons dans cette bagnole qui conduit toute seule, elle est en train de se désintégrer et personne ne bouge, quoi. On est tous là à attendre le mur, en fait. Et ce mur, il arrive, quoi. Donc il faut en avoir conscience et voilà, il faut l'intégrer dans nos projets parce que, encore une fois, c'est nous demain qui allons être confrontés à tout ça. Vous voyez, le live, c'est très 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 vaste et ça m'a amené sur plein de choses hyper intéressantes. Et c'est sûr que pour moi aujourd'hui aussi, c'est aussi une thérapie tout ça, quoi. Voilà, c'est aussi une thérapie parce que j'ai appris aussi à me réaliser, quoi. Et ça, c'est hyper important. Parce que souvent, on s'oublie, quoi. On s'oublie, quoi. Et je m'oublie moi aussi, bien sûr. Hein. Et moi le premier, quoi. Mais c'est hyper important. Et ça, dans la guérison, ça fait partie de la guérison, quoi. Il faut s'écouter, il faut penser à soi, et il faut... ça ne se limite pas à une prise de médicaments. C'est vraiment du global, quoi. Et les thérapies, je les ai multipliées, j'ai pas parlé, mais j'ai fait aussi de la cryothérapie, j'ai fait plein de choses. Thérapie par le froid. Allez, des thérapies, là, on existe plein. Alors, on était à... Alors ça boostait tellement mon immunité que je faisais une septicémie quasiment pendant 2 jours, quoi, et après j'étais asymptomatique pendant 1 mois, quoi. Ça m'a beaucoup aidé, mais c'était très violent. Voilà. Donc bon, j'ai un peu laissé tomber, quoi.
Là, j'étais à Cassis il y a une semaine à peu près. Il y a une semaine, ouais. Il y avait un congrès donc, avec beaucoup de médecins européens, etc. Il y avait l'Espagne, il y avait l'Allemagne, il y a beaucoup de thérapies qui arrivent, qui sont très 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 intéressantes. Mais alors, 20 000 € pour faire 2 séances d'hyperthermie. Donc l'hyperthermie, ils vous mettent dans un espèce de coma, et puis ils vous font monter la température à 41,6. Et le cerveau? Ben, tout le temps, c'est bon, ça passe. Visiblement, ça passe. Là, ils vous font monter la température, et donc forcément, ça élimine énormément de bactéries, de toxines et tout. Et donc les mecs repartent, mais on n'est même pas sûr du résultat pour 20 000 €. Quoi. Il y a des gens chez qui ça marche pas vraiment. Quoi. Voilà. Nous, des retours qu'on a aujourd'hui, ce sont des thérapies qui peuvent aider. Voilà. Mais on n'a pas encore aujourd'hui le traitement qui marche. Quoi. Voilà. Donc il faut de la recherche. Et pour avoir de la recherche, il faut avoir aussi des chercheurs et des chercheurs objectifs. Et c'est aussi le problème qu'on a aujourd'hui en France, c'est qu'il n'y a pas même si on avait un budget de recherche, en fait, on ne saurait même pas à qui le donner. Quoi. Donc ça, c'est aussi problématique. Donc lever des fonds pour la recherche, oui. Voilà. Et là aussi, on est en train de faire tout un travail pour justement identifier qui et combien de personnes seraient susceptibles de pouvoir travailler et trouver des choses intéressantes. Alors, et on parcourt le monde entier, il y a des gars dans l'équipe qui bossent là-dessus, ils parcourent le monde entier pour voir qui pourrait trouver quelque chose d'intéressant et pour financer cette recherche-là. Parce que la recherche en France, il y en a un petit peu, il y en aura un petit peu, peut-être des projets seront financés, en tout cas on les aidera si on peut, mais voilà, c'est compliqué quoi, c'est compliqué. Vous avez dit quelque chose d'intéressant, intéressant dans le sens où, mais dans le sens où effectivement il faut repenser les choses et pas, on est dans un système où on attend les différents gens, et c'est très important ce que vous dites, faut dire qu'on doit se centrer sur qui on est et revoir comment fonctionne le corps humain, c'est-à-dire ce qu'on mange, ce qu'on pense et ce qu'on a envie de privilégier. Tant qu'on sera à chercher le médicament miracle, ça marchera sur des gens comme vous dites ou d'autres, pas sur tout le monde, mais la méditation, comme vous dites, repenser à qui on est, comment on fait et comment ça se passe, c'est primordial. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut. Comment fonctionne le corps humain, comment il se nourrit et il se nettoie. Oui, vous n'imaginez pas mettre de l'essence, du gasoil dans une voiture à essence, et puis boucher le pot d'échappement pour pas enfumer vos voisins. Le pot d'échappement sert à évacuer les saloperies. C'est ça le principe. Et on oublie ce truc fondamental. Et on a oublié beaucoup de choses, je pense, depuis 100 ans. Donc il faut arrêter de trouver le médicament miracle. Il faut faire la recherche. Oui, il faut qu'il y ait de la recherche, mais après, est-ce qu'on aura le temps? Parce que c'est ça, nous, c'est la question qu'on se pose, c'est le temps. Parce que voilà, il y a les fondements, il y a ci, il y a ça, et puis la recherche, ça prend du temps. Et ça fait déjà depuis un moment que les projets de recherche, ils auraient dû commencer, quoi. Le plan de Marisol Touraine, il date de 2016. Hein. Oui, mais on sait que c'est 10 ans pour s'en rendre compte, 10 ans pour faire de la recherche et 10 ans pour arriver... Alors aux États-Unis, par contre, non mais aux États-Unis, il y a quand même des budgets de recherche. Hein. Il y a quand même des budgets de recherche aux États-Unis. Ils cherchent, voilà, il y a quand même de l'argent qui est mis sur la table. Il y a quand même des. Bon, c'est ça peut-être le docteur Lallemand, il pourrait nous en toucher un mot. Ouais. Bon, ça va être une transition. Ouais, je vais vous laisser la parole, docteur Lallemand. Merci Mathias. Merci, bravo. Merci à vous. Ouais, bonsoir. Je ne sais pas par quoi commencer parce que comme le sujet est tellement vaste. Alors je pense que plus tard, il y a Marie-Claude qui pourra parler un peu de l'État de France parce qu'elle a participé aux travaux au ministère avec l'AIM sans frontières. Donc il pourra parler un peu. Maintenant, la situation mondiale est catastrophique. Ça c'est un livre, c'est la version allemande qui est sortie il y a 2 mois. La version française va sortir ce mois-ci et c'est Dollar Lime. Et c'est la dame qui a présidé la commission de l'ONU qui a dénoncé le scandale de Lime. La corruption internationale. Non, c'est Dollar Lime. Ouais. Je peux dire que c'est une histoire mondiale où il y a des lobbyistes extrêmement puissants. Donc il y en a contre un mur de l'argent et nous on n'est que des petits. Mais on réussit tout de même parfois à arriver à faire des choses.
En France, évidemment, la situation n'est pas facile parce que la France a copié la version américaine en 2006. Hein, et c'est une version, bon, pour comprendre un peu, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un avait déjà abordé le problème? Non. Pour comprendre un peu l'histoire de Lyme, il faut savoir que ça a été découvert donc, dans les années 80, enfin, apparemment. Après, il y a la première association qui a été créée aux États-Unis qui s'appelle IDAS et qui était noyautée par des gens, des laboratoires et des compagnies d'assurance privées et qui ont réussi à ne pas faire rembourser les traitements de Lyme. Et après, il y avait les tenants des laboratoires qui en faisaient partie et qui ont compris l'intérêt de Lyme en disant que le Lyme rapporte beaucoup d'argent à condition de ne pas le traiter. Et c'est ça le drame de la maladie. Et ça continue maintenant de plus belle. Les Américains ont parlé il y a quelques années, moi j'ai assisté à un cours fait par un Hollandais qui travaille aussi aux États-Unis. Il a parlé de 350 maladies qui sont dues au Lyme. Maintenant, j'ai vu un chiffre plus récemment, ça dépassait les 400 maladies qui sont liées directement au Lyme. Alors effectivement, pour une industrie, il est préférable de traiter 400 maladies plutôt qu'une seule. Et là, il y a plein de raisons, hein, donc plein de cas pratiques qui disent qu'en traitant les gens correctement, on pourrait faire économiser des milliards. Alors est-ce que c'est un intérêt? C'est un intérêt peut-être de la sécurité sociale, mais comme les directeurs de la sécurité sociale, bon, ils ont une certaine vision et obéissent aux ordres qui viennent d'ailleurs. Donc c'est ce qui fait, tout le monde s'en fout de faire des économies. Au contraire, il faut que les chiffres d'affaires augmentent de plus en plus pour l'industrie. L'industrie pharmaceutique a dépassé les 1000 milliards de chiffre d'affaires, ça il faut le savoir, depuis 2 ans. Bon, alors ramenons-nous un peu au Lyme. Donc, alors cette version américaine a été publiée en 2006, les dernières recommandations. Et ces recommandations avaient été publiées en juillet, en printemps 2006, et avaient été annulées par le tribunal américain en juillet 2006. Alors ils ont changé pour conflit d'intérêts déjà. Hein. Et ils ont nommé une autre commission avec d'autres personnes, mais ils ont repris le même texte. Donc c'était validé au mois d'octobre, c'était publié. Et la France est précipitée là-dessus et a fait un papier collé qu'on dit. Et le début décembre 2006, ils ont accepté les mêmes recommandations américaines. Et dans le texte en France, c'est ça qui est un peu triste. Hein. À la fin, dans la dernière page, on remercie l'aide de la liste des laboratoires qui ont contribué au succès de cette journée. Donc c'est une journée où il y a eu un certain nombre de spécialistes qui sont retrouvés, donc beaucoup de professeurs de Strasbourg, parce qu'à l'époque on disait que la maladie de Lyme touchait surtout l'Est, donc il y avait surtout des profs de Strasbourg, quelques-uns de Nancy, Besançon, et puis des Parisiens forcément. Donc on a copié ça, et puis on a imposé ça en France, comme étant des recommandations officielles. Or, ce n'est absolument pas le cas. Ça, tu peux en parler, bon, donc, ce sont des recommandations qui veulent nous faire imposer depuis 12 ans. Alors, en 2007, Dr Chaler à Strasbourg s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes. Ça, c'est l'avantage des frontières. Il y avait des malades qui étaient venus la voir en disant « J'ai eu un problème, j'étais chez vous. J'ai eu un test négatif, on m'a soigné en Allemagne et c'est revenu positif. » Alors, on s'est penché un peu sur le problème et puis il a vu qu'effectivement, il y avait un problème important. Entre-temps, il y a un laboratoire de Strasbourg qui existe toujours, qui importe un test, qui a le meilleur test sur le marché européen maintenant, c'est le Western Blot d'Aldiag. Donc c'est une société qui a importé cette version, qui a fait les démarches administratives, et c'est un test qui a été remboursé par la Sécurité sociale, toujours d'ailleurs. Donc elle était pratiquement démarchée, et c'était une des premières à utiliser ce test en France, puisque bon, comme c'était des voisins de la même ville. Hein. Et comme elle faisait une interprétation un peu plus fine, elle trouvait beaucoup plus de gens positifs. Et ce qui fait que, que le bouche à oreille fonctionne chez les médecins également, lors des réunions, lors des congrès, chacun ramène un peu des renseignements. Quoi. Ce qui fait que en 3 ans, elle a eu, en 4 ans, elle a eu beaucoup de succès. Et lors du procès, on a dit qu'elle faisait le tiers de toutes les analyses des Western Blot faites en France. Pour donner un chiffre, c'était donné dans la dernière nouvelle, donc il n'y a absolument rien de secret. Elle avait fait 15 000 analyses en 2011, alors que le laboratoire de référence national, qui est dirigé par le professeur Jolac à Strasbourg, avait fait 700 analyses. Donc il y a aussi un peu de jalousie de la part de l'universitaire, entre 15 000 et 700.
Voilà. Ensuite, donc on a commencé déjà, bon, il y a eu quelques médecins qui ont réfléchi. Moi j'ai commencé en 2008. On m'a intéressé au problème quand j'ai appris qu'elle faisait les tests allemands. Et je me suis intéressé parce que comme je fais de l'acupuncture depuis longtemps, j'avais un certain nombre d'échecs, mais des gens chez qui ça marchait bien, et j'ai commencé à faire des tests chez eux. Puis après j'ai vu qu'effectivement c'était des gens qui étaient Lyme, puis avec le traitement de Lyme, ça marchait bien. Au début je ne donnais que des traitements en phyto, en homéopathie, puisque je donnais une orientation plutôt dans ce domaine-là. Et après, bon, on m'a tout de suite attaqué, bon, et tout le monde. C'est-à-dire que comme on commençait à déranger, il y a eu l'ARS de Strasbourg qui a commencé à intenter un procès à Mme Schaller, à Bernard Christophe et à quelques médecins de l'Est. Je faisais partie. Et on était à 2 à avoir été condamnés. Ensuite, Bernard Christophe, lui, on lui a fermé le laboratoire, parce que c'est lui qui a créé le TikToks. Et Mme Schaller, on lui a fermé le laboratoire. Pour des prétextes, alors là, c'est aussi, quand on parle de la justice, de l'administration française, de l'État français, il faut se poser des questions. On est en face d'un État qui détruit les citoyens plutôt qu'autre chose. Et il y a des choses très très graves qui se passent actuellement, enfin qui se sont passées et qui continuent à se passer. Voilà, donc on a commencé à faire ça, et on a commencé aussi à créer en 2011, je crois, Lyme sans frontières. 2012, c'est ça. En 2012, justement pour entraîner les malades et quelques professionnels, et puis après bon, ça a pris de l'ampleur. Voilà. Ensuite, il y a eu des procès contre Schaller au tribunal, et puis également à Colmar en appel. Les médecins, nous, on a été condamnés, et puis moi j'ai continué. Donc, on m'a condamné parce que j'ai prescrit de la phytothérapie. Et ça, c'est l'histoire du TikTok, qui contient de l'huile de lavande. De lavande, bon, il contient 8 autres. Et après, bon, les fonctionnaires ont triché, ont dit que c'était toxique. Et Bernard Christophe n'avait pas pris d'avocat au début, donc il avait toutes les pièces, et puis il me les a montrées. Et là, bon, on voulait le descendre. Pendant 2 ans, ils ont fait plein d'enquêtes fiscales et tout. Ils n'ont rien trouvé. Et puis après, la réponse a été donnée à l'administration en disant ce monsieur est clean. La réponse a trouvé quelque chose. Donc on a inventé la toxicité du TikTok. Donc il m'aurait tombé aussi après parce que je prescris des produits toxiques. Effectivement, c'était assez gênant pour un médecin. Bon, à Paris, ils ont admis que c'était pas toxique parce qu'on avait toutes les preuves, mais on m'a tout de même condamné parce que j'ai donné un produit naturel. Or, en tant que médecin, j'ai le droit, je prescris depuis plus de 40 ans, des produits en phytothérapie, de l'homéopathie et tout. J'ai tout à fait le droit, mais quand il y a une volonté politique derrière, on trouve toujours un prétexte. Voilà. Maintenant, on continue à me poursuivre. Bon, ça c'est un autre détail, non? Parce que je prescris des antibiotiques. Voilà. Et puis, bon, en fait, tous les gens qui étaient concernés au début, qui étaient au ministère de la République, parce qu'on était au ministère de la Santé en 2012, je crois, en septembre. Non, pour la première commission de... Oui, c'est mais la première réunion qui a créé la commission Silverman. C'était non, elle a été publiée en 2014, donc le travail c'était en 2013, donc on était en septembre 2012 à Paris, et puis on était, bon, il y avait le professeur Perron, il y avait Judith Alberta, il y avait le docteur Schaller, il y avait Cornet de Saint-Cyr, il y avait Philippe Bottero et moi. Et puis alors tous les gens là, qui étaient là sont poursuivis et ont été annulés, éliminés de la scène en fait. Cornet de Saint-Cyr, on le poursuit, Bottero a été condamné, voilà, tout le monde. Donc on essaie de faire taire les médecins, le premier qui était extrêmement engagé, et ils ont réussi à faire peur aux médecins au corps médical. Et c'est ça qui est triste et catastrophique, c'est que actuellement les jeunes ont peur de traiter le Lyme. Bon, il y a un certain nombre de gens qui se sont formés, et même c'est assez typique, on a fait venir au Ruiz il y a quelques années pour faire une formation aux médecins. Il y avait 60 personnes qui étaient inscrites, je sais pas, on avait même demandé une participation. Ils ont payé, mais aucun a donné son accord pour donner son nom à l'association pour les conseiller comme médecin référent du Lyme.
Donc tout le monde a eu peur et continue à avoir peur. Puis maintenant c'est pire, c'est que avec la nouvelle recommandation que veut imposer de force, hein, les médecins ont peur de traiter et ils vont envoyer systématiquement tout le monde au centre de référence. Alors ici on est garni, donc vous êtes garni à Nancy et puis à Strasbourg aussi. Donc les gens sont convoqués là-bas, ils font le tour et puis on dit voilà madame vous n'avez strictement rien. Et ça c'est enseigné dans les cours. Bon, je vais vous montrer des cours de la fac de 2019, hein, fait par le professeur Jola, qui est même l'expert pour la France. Hein. Voilà. Alors ça fait 4 pages. Hein. Ça commence ici seulement, le line, la page du ventre. Il n'y a que des schémas. Bon, ça c'est intéressant, c'est la carte qui montre que c'est un problème mondial tout de même, qui va du Japon jusqu'aux États-Unis. Une carte de France est vraiment ridicule, qui montre bien le sérieux de nos experts pour la France. Alors il y a des cartes où il y a des départements qui sont très concernés, très touchés par la Lyme. Les départements à côté c'est 0. Donc ce sont des tics qui sont intelligents, qui ont la carte départementale en tête. Après il y a également... voilà, alors ça sont des généralités. Il parle quelques phrases sur la phase primaire, l'érythème. Et ça, c'est la deuxième phase. Diagnostic. Hein, maintenant, il n'évoque pratiquement plus rien. Il n'y a plus que le test ELISA. Et ça, c'est une catastrophe. Il y a 4 ans, il parlait encore des autres tests qui étaient utilisés comme le microscope et tout ça. Maintenant, il ne parle plus. Et le test ELISA est devenu, depuis juillet 2019, un test fiable. Voilà. Fiable parce que Mérieux fait des affaires en Chine. Ça, il faut le savoir. Le professeur Montagnier et puis le monsieur Horowitz était appelé comme expert il y a 5 ans en Chine, hein, et les deux disaient que les estimations chinoises sont catastrophiques. Ils pensent qu'il y a des dizaines de millions de Chinois touchés par le Lyme, donc c'est un marché fabuleux pour les tests. Et Mérieux a racheté là, en début d'année une société chinoise, on est passé actionnaire principal, qui fabrique les tests. Et il y a 4-5 ans, il y a le premier ministre chinois qui était là, qui a signé des contrats chez Mérieux. Donc il faut s'imaginer que le Premier ministre ne s'arrête pas à Lyon pour acheter des bonbons. Donc c'était des contrats importants. Et c'est ce qui explique qu'il faut éliminer les médecins qui critiquent le test. Forcément, hein, parce que quand on vend des millions de tests, ils ne supportent pas que le médecin français critique le test, sinon ils vont aller chez Merkel pour acheter le leur qui est meilleur. Alors c'est ça le drame français également, donc nous on n'y peut rien, que notre test soit moins bon que d'autres, mais Mérieux a eu la bonne affaire, je sais pas, la bonne idée de le vendre aux Chinois, c'est bien. Mais sauf que maintenant les Français ne peuvent plus être dépistés correctement, puisqu'on dit il n'y a que ELISA qui est valable. Dans les nouvelles recommandations qu'elles veulent imposer, on dit il y a uniquement le test ELISA qui doit être positif, et si elle est négatif, vous n'avez rien. Alors que les recommandations de l'année dernière qui étaient sorties en juin, elles disaient, vous reconnaissez donc qu'il y avait des problèmes sur les tests, que vous pouvez faire un diagnostic clinique, donc, voilà, que vous pouvez donc automatiquement traiter peut-être un peu plus. On a rappelé quelque chose sur ce qui s'est passé à la Haute Autorité de Santé à la fin de l'année de travail à laquelle j'ai participé, parce que j'étais représentante des malades, je suis ex-président de l'ASF. Il y a eu un moment où on avait cru obtenir, et le professeur Perron peut le dire, on avait cru obtenir la fin du protocole de détection en 2 temps. Donc ça avait été acté pendant une séance de travail, on était contents, c'était une petite victoire, mais enfin pas si petite que ça, parce qu'avoir les 2 tests tout de suite, c'était quand même pas mal. Et puis le coup d'après, on a eu le coup de force de la SPIF, qui a fait pression sur la Haute Autorité de Santé pour revenir sur le protocole en 2 temps, et puis revenir sur tout le reste par la même occasion. Sur le fameux SPPT que le professeur Perron avançait parce qu'il pensait que ce compromis-là était une manière de faire reconnaître la maladie de Lyme chronique. Moi, j'en étais pas du tout persuadée et je pensais que c'était un compromis qui nous emmenait dans le mur. Ça nous a emmenés dans le mur et le professeur Perron s'est fait avoir. Alors, je pense qu'il est de bonne foi, mais c'est une catastrophe pour les malades. C'est une catastrophe parce que le protocole en 2 temps est maintenu et ça c'est très important. On fait un ELISA, s'il revient négatif, vous n'avez rien, s'il revient positif, on vous le confirme par un Western blot. Bon, tout le monde sait ça ici, on ne va pas insister.
Et voilà, donc on est revenu en arrière très très largement jusqu'au consensus de 2006. Hein. Je pense que là c'est catastrophique à plus d'un titre parce qu'on a des centres de référence qui reprennent tout en main, qui resserrent les boulons à tous les niveaux et toutes les avancées qu'on avait eues, les espoirs qu'on avait eus dans un nouveau texte de recommandation ont été mis à bas complètement. Et maintenant, le professeur Perron n'a même pas un centre même pas à la tête d'un centre de référence, alors que c'était lui le chef de file quand même du Lyme chronique, pour le dire vite. Je résume. Voilà, je résume. Voilà où on en est. Donc, je pense que maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est le front des malades, où on en est. Parce que là aussi, c'est compliqué. Je peux vous le dire en tant qu'ex-présidente d'association, c'est très compliqué. C'est très compliqué de faire l'unité. Sur quoi on fait l'unité? Comment il faudrait la faire, mais pas n'importe comment. Il faut... Alors, il y a encore une association qui se bat aujourd'hui, c'est Mathias avec son droit de guérir. On n'a pas toujours été d'accord, mais je reconnais ce mérite de se battre. Et de se battre sur le fond. Je ne suis pas très d'accord quand il dérive sur l'effondrement écologique, parce que là, je trouve qu'on sort un peu du sujet, mais il va falloir quand même trouver une stratégie sur le Lyme. Et c'est vrai que le Lyme, c'est emblématique de la médecine aujourd'hui, une conception de la médecine, je crois, ça je pense que le professeur Gaillet pourrait le dire, et que ça remet en question la médecine allopathique, la conception de l'humain, etc. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, mais il va falloir se recentrer quand même sur cette maladie de Lyme, qui est un terme générique aujourd'hui qui couvre plein de choses, beaucoup de choses, plein d'infections d'ailleurs qu'on ne connaît sans doute pas toutes, hein, j'imagine, mais voilà, donc... Il y a un truc que je ne comprends pas quand même. On dit le ELISA, s'il est négatif, s'il est positif, c'est un plate, on voit ce qui se passe, mais on arrive à la Lyme, tous ces tests sont venus négatifs. Donc, qu'est-ce qu'on fait tous ces gens pour les tests négatifs? C'est ça le problème. Et là, il y a... Le premier truc, c'est de se dire, voir les symptômes. Est-ce qu'on ne pourrait pas, à un moment donné... C'est ce qu'on espérait. Les tests, on s'en fout. C'est ce qu'on espérait. C'est ce qu'on espérait. C'était fait en 2006. Déjà, il y avait la première commission, enfin le premier consensus qui disait déjà qu'il y avait un problème avec les tests et que la clinique était importante. Encore aujourd'hui. C'est ça qui est encore aujourd'hui, le professeur Perron s'est battu là-dessus pour obtenir un diagnostic uniquement sur la clinique. C'est un échec. Pas un échec pour lui, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est un échec stratégique. On a eu tout faux, on a perdu la bataille et on l'a perdu gravement. Et en plus, les associations de malades sont extrêmement divisées. Pour X raisons, parce qu'on ne partage pas tous les mêmes visions du monde, parce qu'il y a eu des tas d'histoires internes chez les uns et chez les autres. Passons. Ça permet de soigner une partie des patients et ceux qui sont négatifs pour tout sont laissés sur le carreau. C'est ceux-là qui sont les... Oui, madame, mais on est en train de parler là, de stratégie des malades aujourd'hui, parce qu'il va quand même bien falloir en parler. Quelle stratégie les malades vont-ils mettre en œuvre pour réussir à obtenir quelque chose de sérieux? Au moins quelques avancées qui permettent à un maximum d'entre nous de se soigner. Parce qu'on est dans la débrouille. Hein. Et puis tant pis pour les plus pauvres. Hein. C'est ceux-là qui morflent le plus. Hein. On est bien d'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Moi je dis aujourd'hui... Attendez, on vous laisse la parole. On vous laisse la parole pour le micro si vous voulez. Donc simplement je voudrais dire, il est temps que les associations de malades se mettent autour d'une table avec leurs représentants, pas les autoproclamés comme ça qui émergent en disant je suis l'incarnation de l'illumination de je ne sais pas quoi. On a vu ça aussi. Non, des choses démocratiques, parce qu'il me semble que ça doit fonctionner dans un cadre démocratique, avec des gens qui sont de vrais représentants, qui émanent de véritables associations de malades, indépendantes des laboratoires. Chacun doit en faire la preuve. À ce sujet-là, je fais une parenthèse, je trouve que la Haute Autorité de Santé n'a pas fait son boulot quand on était dans le travail sur l'élaboration des recommandations. Elle n'a pas fait son boulot parce qu'elle a laissé en place dans le groupe de travail le professeur Jolac, qui est en lien d'intérêt avéré avec le laboratoire Biomérieux. Or, la Haute Autorité de Santé, c'est son boulot de veiller au non-conflit d'intérêt des participants, où on m'a demandé des tas de choses, montrer patte blanche, ce que j'avais dépensé dans mon association pour ci, pour ça et reste, et Jolac, lui, il était là. Il est resté là jusqu'au bout, et il est toujours là. Et c'est le seul
personnage habilité à s'occuper des tests et du diagnostic en France. On n'en a qu'un? Vous croyez vraiment qu'on n'en a qu'un? Non, là, il est en train de se protéger. Et il a toute une armée de confrères autour de lui qui ont resserré les rangs. Eux, ils sont très solidaires, très organisés et ils font bloc. Et aujourd'hui, ils gagnent. Ils sont en situation de force. Et les malades sont en position de faiblesse. Divisés, ne sachant pas où ils vont, se débrouillant comme ils peuvent, parce que, hélas, ils ne peuvent pas faire autrement. On a très peu de médecins qui nous soignent aujourd'hui. Ils ont peur, et c'est bien normal, puisqu'ils vont se faire taper sur les doigts dès qu'ils sortent des recommandations officielles. Donc c'est la débandade totale. Disons les choses comme elles sont. C'est la débandade totale. Moi, je garde un espoir dans l'action judiciaire. Les premiers qui ont lancé des actions judiciaires, je me permets de rappeler, c'était les avocats de Lyme sans frontières, qui ont monté le Lyme Action, qui est toujours vivant, qui agit aujourd'hui dans la discrétion, mais les actions judiciaires avancent. Maintenant, d'autres associations ont lancé des actions judiciaires, très bien. France Lyme aussi. Ce que je déplore, c'est que le professeur Perron se désolidarise des actions judiciaires qui sont lancées par les malades et leurs représentants. Et là, je dois dire que je ne suis pas d'accord. Vous voyez où on en est? Donc c'est très compliqué. Pourquoi le monde médical ne veut pas se solidariser jusqu'au bout? Il y a un risque à prendre, oui. Mais bon sang, le risque d'être un humain propre, d'avoir les mains propres et de faire son boulot de tout-bim en respectant son serment d'Hippocrate, c'est quand même autre chose que de louvoyer dans des compromis qui aboutissent à des catastrophes. Hein? Je trouve qu'aujourd'hui, il va falloir compter les médecins qui vraiment nous soutiennent. Pas du blabla, mais qui vraiment nous soutiennent. Quand la fédération se positionne contre les actions judiciaires des malades, quand elle refuse d'entendre nos avocats, moi quand j'étais présidente, le professeur Perron ne voulait pas se montrer avec nos avocats, je suis désolée de le dire, mais c'est vrai, ben oui, ça pose problème quand même. La seule manière de faire pression aujourd'hui sur cette clique d'infectiologues qui se fichent pas mal de notre santé, c'est de faire une pression judiciaire maximale. Je ne vois pas ce qu'on a d'autre en régime démocratique, à part des actions coup de poing, comme il y en a eu pour le sida, et ça a fait avancer les choses, c'est vrai. Ça met une bonne claque, c'est vrai. Faut voir. Moi, je ne suis pas contre par principe. Maintenant, il faut les réfléchir. Il faut vraiment les réfléchir. Il faut d'abord discuter. Et ensuite, agir dans la loi le plus possible, parce qu'on est légaliste, moi je le suis. Et puis voir. Puis si en face, on a vraiment des escrocs qui sont hors la loi, qui bafouent leur serment d'Hippocrate tous les jours, il faut en tirer les conclusions. Hein. Il y a des gens qui sont sur des fauteuils roulants, je suppose que c'est votre cas avec Lyme, il y en a d'autres qui sont dans des états tellement lamentables qu'ils ne peuvent même pas se déplacer jusqu'ici. Bon, et puis tous ceux qui sont dans la débrouille, qui ont un peu d'argent, qui vont en Allemagne, qui vont ici, qui vont là, mais ce n'est pas des solutions, ça. Les malades ne peuvent pas passer leur vie à trouver de la débrouille, des solutions de ce genre. C'est pas normal en France. Pays des droits de l'homme, de la sécurité sociale, etc. Mais où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en est? Donc il y a un vrai problème politique, il y a un problème de structure de l'État. Je ne sais pas s'il faut aller jusque-là, mais il y a un problème avec le statut de certains médecins, de certaines sociétés savantes qui sont contrôlées par personne. Et ça, on n'est plus dans la démocratie, là. Ils ont le pouvoir de tout, personne ne les contrôle, sauf leurs confrères, mais leurs confrères se font démonter dès qu'ils osent les contredire. Je me trompe? Pas tout à fait, hein. Vous allez le confirmer, professeur Gaillet, ben oui. Les seuls qui osent monter au créneau, mais se font descendre en flammes par ces messieurs-dames de la SPIF qui se croient absolument tout permis. Il y a un vrai problème avec les sociétés savantes, l'Académie de médecine, la SPIF et plein d'autres, hein, et plein d'autres qui font la pluie et le beau temps sur la médecine et qui ont tous partie liée, vous l'avez dit, qui ont tous des conflits d'intérêts avec les grandes multinationales, les labos, etc. Bon, voilà. C'est encore une histoire d'argent. Bah, fondamentalement, oui. Fondamentalement, oui. Je vais juste donner une petite précision. L'année dernière, la SPIF a reçu... Juste une précision. L'année dernière, la SPIF, l'association, a reçu 250 000 € de l'industrie pharmaceutique
Professeur Carrier parlait de... Il faut qu'ils prennent le train.